Aussi familier que mystérieux, ce paysage emblématique de la campagne française ne se remarque pas. Des champs séparés par des broussailles et des haies, des forêts en bordure. Voici le bocage. C'est l'homme qui l'a dessiné pour les cultures et pour l'élevage. Mais la vie sauvage n'a jamais cessé de s'y épanouir. La corneille semble régner ici comme une vigie, attentive, discrète. Elle observe. Car ce territoire qui va se transformer au fil des saisons abrite de nombreuses espèces qui vont devoir s'adapter. À la saison de la reproduction, les faisans mâles et femelles, principaux locataires de ces champs de céréales, commencent à s'agiter. Ce jeune coq n'a pas encore 1 an. Pour lui, comme pour ses congénères, le temps est compté. L'éternelle histoire de la survie des espèces. Se reproduire pour perpétuer la lignée, se nourrir et développer des stratégies pour échapper aux prédateurs. Mais pas seulement. Car ici, l'homme travaille la terre et moissonne à l'été. Du début du printemps à la fin de l'été, c'est donc une course contre la montre pour les faisans. Plusieurs mois au cours desquels ils vont pouvoir profiter de la nourriture et de la protection des cultures de blé ou de maïs. À la fin de l'été prochain, le champ sera rasé. C'est l'histoire du jeune faisan et celle des autres habitants du bocage que nous allons vous raconter. Bienvenue dans le bocage sauvage. Le printemps est encore timide et particulièrement tardif cette année. Mais la vie commence néanmoins à foisonner dans les herbages qui bordent les champs. Pour le jeune coq inexpérimenté, l'heure est à l'observation. Il doit apprendre les règles du jeu de la séduction pour assurer sa descendance. Si les femelles l'intimident, ce qui le gêne le plus, c'est cette bande de faisans vénérés, la seconde espèce présente sur le territoire. Avec leur masque de carnaval et leur air supérieur, ils impressionnent beaucoup le jeune faisan. Mais celui qui l'impressionne vraiment, c'est ce vieux coq dépourvu de collerette. Il est le mâle dominant et le maître des lieux. Il est celui vers qui les poules faisanes se tournent naturellement. C'est certain, par ici, le vieux coq a beaucoup de succès. Cependant, la suprématie du vieux coq est remise en cause par 2 mâles qui s'approchent près. Un peu trop près. Après avoir chassé les intrus, ils se remettent à picorer aux côtés de la femelle. Elle l'accompagne, signe qu'elle l'a maintenant choisi pour se reproduire. Et le vieux coq entame sa parade. Autour d'eux,
Les prétendants déçus poussent des cris d'appel à la recherche d'une partenaire. Mais ils doivent aussi conquérir un territoire, pour lequel il faut s'affronter. C'est un jeu de feinte, un jeu d'esquive, où les coups de tête doivent faire reculer l'adversaire juste par l'effet d'intimidation. Le vainqueur possédera ce bout du futur champ de maïs qui deviendra son territoire et où il aura l'opportunité d'attirer à lui des poules faisanes. L'un des coqs estime avoir remporté la bataille. Pour le montrer, il tourne ostensiblement le dos, méprisant son adversaire vaincu, et prend aussitôt possession de son bien. Sur le futur champ de maïs, une dernière fois, la gelée matinale refroidit la terre. Dans les blés, la coccinelle cherche un partenaire. Mais chez elle, pas de badinerie. Si ça colle, tout simplement. Le temps s'étire, et les températures remontent pendant que des canards en vadrouille profitent du champ encore vide. Le jeune coq, lui, n'a toujours pas de partenaire, et la période de reproduction touche bientôt à sa fin. Mais dans le champ déserté par les couples déjà formés, il reste une jeune poule faisane, sa dernière chance. Enfin, la poule s'approche. Bientôt, leur comportement ne laisse aucun doute. Ils se sont choisis. La poule faisane entraîne le jeune coq sous le couvert de la forêt. Plus tard, les plumes de la queue cassées pendant l'accouplement, comme c'est généralement le cas, le coq faisan s'en va en claudiquant, fier d'avoir réussi, comme le vieux coq avant lui, à transmettre ses gènes. Dans les haies, qu'on appelle des remises, d'autres poules côtoient les poules faisanes vénérées pendant la période de couvaison. L'attente est longue et il est préférable pour tout le monde de vivre cette période en bonne compagnie. Les faisans nichent au sol et si cette stratégie expose les nids aux prédateurs, lorsqu'il s'agit de se nourrir, il est plus facile pour les poules de picorer. Le matin est le moment propice pour cela. Mais lorsqu'un lapin de Garenne s'inquiète, c'est qu'il y a une excellente raison. Dans les remises, ce sont les sentinelles.
Pour le renard, c'est aussi l'heure du petit déjeuner. L'arrivée du tracteur fait fuir le prédateur. Pour les faisans, la bonne nouvelle est double. Le renard s'éloigne et les scories des engrais à base de cendres répandues par le tracteur recèlent probablement quelque chose de bon à picorer. Particulièrement sensible au changement de climat, la corneille est la première à sentir qu'il se passe quelque chose. Ça tourne à l'orage. La pluie tombe sans interruption pendant 4 jours. Les oiseaux n'ont plus rien à manger. La terre est trempée. Elle colle aux pattes déjà fatiguées. Les champs se transforment en un no man's land de boue et de flaques. Certaines poules en viennent à abandonner leurs œufs pour se réfugier dans les arbres. Bien à l'abri dans leur terrier, les renards savourent leur confort. Ici, à quelques mètres sous terre, la température reste constante toute l'année et surtout, on y est au sec. Les champs portent maintenant les marques de cet interminable orage. Plusieurs parties du champ de blé sont inondées. L'eau n'arrive plus à s'infiltrer dans une terre gorgée, où même les carpes nagent au bord des champs, piégées par la soudaine montée des eaux. La plupart des nids de poules faisanes de ce coin de bocage sont maintenant noyés. Les poules, les sachant perdues, les ont abandonnées pour assurer leur survie. Contrairement aux apparences, l'œuf n'est pas étanche. C'est sa porosité qui le rend particulièrement vulnérable. Seules les grenouilles célèbrent par leurs chants nuptiaux l'acquisition de ce territoire maintenant gigantesque, les champs n'étant plus qu'une énorme mare. Dans les remises, les animaux errent sans but, apparemment désorientés. Heureusement, notre jeune poule a encore à couver. Les jours s'allongent. Le climat s'adoucit. Quelques semaines ont passé et les céréales ont poussé. Pour les hommes aujourd'hui, il est temps de planter le maïs. À nouveau, le jeune coq faisan voit son environnement se transformer. Dans les sillons,
l'homme dépose les grains de maïs qui formeront bientôt une immense forêt et une source de nourriture potentielle pour les habitants du bocage, ainsi qu'un couvert protecteur. En quelques semaines, les premières feuilles sortent de terre. À la lisière du champ dans la forêt, vivent d'autres habitants du bocage aux habitudes bien différentes. Depuis le creux de l'arbre qui lui sert de maison, la jeune femelle putois termine sa journée. Une dernière fois, elle sort. Animal principalement nocturne, le putois fait partie de ces quelques mammifères qui stockent des proies. Une escapade matinale est souvent synonyme de chasse fructueuse et lui éviterait probablement de se lever trop tôt la nuit prochaine. La jeune femelle se laisse guider par son odorat extrêmement développé. Elle est à la recherche d'à peu près n'importe quelle source de nourriture animale, insectes, charognes ou petites proies. Elle vit généralement à proximité d'un ruisseau ou d'une rivière, car elle se nourrit non seulement de chasse, mais aussi de pêche. Aujourd'hui, cependant, l'eau semble trop froide. Elle se dirige alors vers le champ de blé en traversant la clairière. Ici, en cette saison, chaque fleur est une friandise convoitée par les papillons et les insectes de tous bords. Mais dans cette jungle, difficile de s'y repérer quand on fait la taille d'un putois. À l'orée des blés, la poule faisane voit la jeune femelle putois arriver. Heureusement, le prédateur passe à côté. La poule n'est cependant pas la seule à nicher au sol à cet endroit. La perdrix grise a senti la terrible menace près de sa couvaison. Sa respiration s'accélère toujours plus à mesure que le mustélidé approche. Bientôt submergée par la crainte, elle finit par abandonner son nid. La notion de courage chez la perdrix consiste surtout à sauver sa peau. Cachée dans les blés, silencieuse, elle contemple le prédateur qui rôde autour du nid. Heureusement pour la perdrix, la femelle putois a trouvé quelques reliefs d'un repas de rapace à se mettre sous la dent. La perdrix peut reprendre son activité des dernières semaines, couver. Pour cette fois, tout va bien. Dans quelques jours, ses œufs arriveront à terme. Aux abords du champ de blé maintenant jauni, la poule faisane est plus en avance. Elle sent sous ses plumes que ses œufs bougent, à moins que ce ne soit la terre qui tremble. 140 kilos de muscles lancés à vive allure ébranlent le champ de blé. Et cette fois, la poule faisane préfère fuir. La perdrix ne tarde pas à l'imiter. Un sanglier écrase tout sur son passage. C'est un bulldozer avec un appétit d'ogre. Pas de chance pour la perdrix. Le groin du sanglier a flairé son nid. Impuissante, elle ne peut que contempler le désastre. Ses œufs ne sont qu'un simple en-cas pour le sanglier.
Une fois le mastodonte éclipsé, la femelle putois, charognard opportuniste, vient vérifier s'il ne resterait pas quelque chose à se mettre sous la dent. C'est bien connu dans le bocage. Les sangliers laissent toujours des déchets derrière eux. Quelques lampées de jaune d'œuf, guère plus. Juste de quoi ouvrir l'appétit. Dans sa fuite précipitée, la poule faisane en a oublié la plus élémentaire prudence. Pourtant, ses œufs sont sur le point d'éclore. Les faisans d'eau commencent à briser leurs coquilles. Mais sans la chaleur maternelle, leur venue au monde est un choc brutal. Du confort sécurisant de l'œuf au froid humide de l'extérieur. Certains poussins sont plus rapidement autonomes et augmentent ainsi leurs chances de survie. Les autres vont mourir de froid ou d'épuisement. Seuls les 3 premiers à sortir de l'œuf réussissent à se dresser sur leurs pattes. Le premier d'entre eux, plus vigoureux, quitte le nid. Comme tous les faisans, c'est un oiseau nidifuge. Dès les premières heures de sa vie, il peut s'éloigner. Ses petits frères traînent le pas. Lui cherche sa mère et choisit de traverser la banquette d'herbe. Mais chaque touffe semble un obstacle insurmontable lorsque l'on ne mesure que quelques centimètres. La rosée matinale colle aux plumes. Ses premières minutes hors de l'œuf sont une épreuve de force. Les 2 autres ont choisi le couvert du champ de blé tout proche. Dans cette forêt de tiges de blé, la terre est humide et froide. Leurs piaillements ressemblent à des appels à l'aide. Les faisans d'eau restés au nid n'ont plus de force. Sans la protection de leur mère, la vie les abandonne lentement. Pour la corneille, jamais un repas n'aura été si facile. Le petit suit son instinct. Les quelques graminées qu'il picore l'aident à avancer.
Dans les blés, le plus faible des 3 frères n'a plus de force. Il cède peu à peu au sommeil. Doucement, il arrête de lutter. Le faisant d'eau ne passera pas son premier matin, malgré les cris désespérés de son petit frère. Ces derniers piaillements douloureux ne tombent pas dans l'oreille d'une sourde, car la femelle putois terminerait bien son repas à peine entamé. Elle rebrousse chemin et elle suit les cris, ainsi que son puissant odorat. Profitant de la moindre opportunité, la jeune femelle se régale de cette proie facilement gagnée, qu'elle s'empresse de ramener dans sa tanière. Le deuxième petit frère reste maintenant seul, dans l'immensité du blé. Au fur et à mesure, les cris du faisant d'eau baissent d'intensité. Mais dans le bocage, le renard a l'ouïe particulièrement fine. Pas de discussion, un simple coup de mâchoire et la partie est terminée. Seul survivant de la couvée, le jeune faisant d'eau est parvenu à passer dans le champ de maïs à côté. Minuscule au milieu des pousses, il va désormais devoir subvenir seul à ses besoins, à défaut de rapidement trouver refuge ou protection. Les épis de blé ont maintenant poussé et se sont gorgés de sucre. Le bocage s'éveille tout doucement à l'image de l'escargot qui poursuit tranquillement son exploration matinale et lente de la cime d'un épi. Mais même en plein été, le sanglier débarque dans le champ comme en terrain conquis. Tapis dans les blés, les poules faisanes tentent de déterminer la trajectoire du mastodonte, tous les sens en éveil. Le grand mâle, indifférent à toutes les vies qu'il piétine ou écrase, se considère en fait sur son territoire. Et quand bien même il aurait la délicatesse d'éviter les poules faisanes, ses pauvres qualités visuelles lui confèrent cette maladresse brutale qui fait tout son caractère. C'est dans ces cas-là que les poules se rappellent soudain qu'elles savent voler. Mais c'est une fausse alerte. Aujourd'hui, le vieux mâle se contente d'agrémenter son régime alimentaire de quelques épis croustillants. En bon omnivore, il apprécie tout particulièrement les céréales. Pour les locataires du champ, la journée peut reprendre son cours, tranquillement. Perpétuelle vigie du champ de blé, la corneille possède une information que les autres animaux n'ont pas, car elle sait que, pour elle, l'heure d'un véritable festin approche. Comme tous les jours, en toute insouciance, le couple de renards entreprend sa tournée matinale de chasse. Chez les renards, on vit ensemble, mais on glane sa nourriture séparément. La jeune femelle, plus mince et beaucoup plus excitée que le mâle, s'active pour trouver sa pitance. Lui, aujourd'hui, n'a pas vraiment le cœur à l'ouvrage et se contente de quelques coléoptères imprudents.
sous le regard légèrement paresseux de son compagnon, la jeune renarde débordante d'énergie choisit de plonger dans les blés. Elle sait que beaucoup de faisans occupent ce champ et veut provoquer les volatiles pour les forcer à bouger. Pour les faisans, il faut localiser le prédateur et s'en tenir éloigné à tout prix. Ce coq expérimenté le sait, la meilleure des solutions, c'est souvent la verticale. Voilà ce que la corneille attendait. Les mâchoires d'acier avalent les épis de blé et mettent à jour l'univers jusqu'alors caché du bocage. C'est une véritable expropriation forcée pour les faisans et tous les autres animaux du champ. Poules et coqs sont obligés de quitter l'endroit qu'encore ce matin, ils considéraient comme leur foyer. Le champ de blé est mort en remplissant sa mission. Nourrir tous les habitants du bocage, animaux comme humains. Mais de l'abri protecteur, il ne reste plus rien. De l'autre côté de la haie, les faisans du champ de blé se sont réfugiés dans le maïs, un peu désorientés. La corneille noire, elle, est dans son élément. Suivant les humains qui mettent la paille en ballot, elle prélève les rongeurs écrasés et les oiseaux broyés par la machine. Au sommet de sa botte de paille, elle sonne l'heure du déjeuner. Instant de bonheur pour elle et pour ses congénères, qui ne tardent pas à venir partager le festin. Dans la remise, les lapins de Garenne accueillent les nouveaux venus. Rescapé comme nombre de ses congénères, le jeune coq faisan commence dans le maïs à s'approprier ce nouveau territoire. La poule faisane qui l'a fécondé a fait le bon choix quand il s'est agi de s'installer dans le maïs. Elle a pu mener à terme sa couvée.
et ces faisans d'eau ont pu grandir dans le calme. Tous ces changements dans le bocage, c'est perturbant pour une poule. Elle décide donc de rassembler sa progéniture qui compte un membre supplémentaire depuis quelques jours. En effet, le faisan d'eau, seul rescapé de la couvée, compte parmi les petits de la poule faisane. Événement rare, il s'est fait recueillir par elle et son avenir semble maintenant assuré sous sa protection vigilante. Elle va parfaire l'éducation du petit faisan d'eau et de ses demi-frères jusqu'à la fin de l'été et leur inévitable émancipation. Un par un, les petits rejoignent leur mère qui les met à couvert pour passer la nuit en toute sécurité. Avec l'automne, une nouvelle transformation sur ce territoire, les plus grands animaux du bocage osent enfin sortir à découvert et profitent de la pénombre matinale. La harde de biche est accompagnée d'un daguet, un jeune cerf au bois si fin qu'il lui donne presque des airs d'antilope. Les jours raccourcissent, mais le soleil parvient encore à timidement illuminer le maïs, maintenant quasiment arrivé à maturation. Le daguet est un clandestin, pas encore adulte, mais déjà sorti de l'enfance. Il continue à suivre sa mère quand bien même elle a un autre faon. Effrayé par les autres mâles, il entend au loin les brames, qu'il sera lui aussi tenu de pousser dans à peine quelques années. Les jeunes faisans de l'année sont maintenant presque prêts. Si certains terminent encore leur mue, ils en sont tous au stade du maillage, moment fatidique où apparaissent leurs caractères sexuels. Et voilà à quoi ressemblent maintenant nos petits faisans d'eau. Les descendants du jeune coq se sont émancipés et forment maintenant une fratrie autonome. Bien que membre à part entière de la compagnie, le petit faisan d'eau rescapé reste malgré tout solitaire et taciturne. Adolescent encore mâle dans ses plumes, il sera bientôt un coq au plumage flamboyant. Les faisans vénérés rejoignent le couvert. Ils se préparent, resserrent les rangs. En bande, ils se sentent invincibles. Le fait de se rassembler en groupe de mâles, ne se mélangeant que très rarement au groupe de femelles, valurent aux faisans vénérés de devenir le symbole de la virginité dans la Chine médiévale. Les vénérés, oiseaux au caractère grégaire, se réunissent tous les soirs dans les sous-bois avant d'en sortir. Puis les petits groupes se rassemblent en groupes plus grands pour aller au gagnage, le moment où ils picorent. Chez les coqs faisans, l'instinct de se reproduire prend toujours le dessus, y compris lorsque ce n'est pas le moment. Il convient toujours de plaire aux femelles pour préparer la saison de reproduction suivante. Mais curieusement, les faisans vénérés semblent très intéressés par les poules faisanes communes.
le séducteur parade. Il gonfle son plumage pour séduire. De fait, ils ne font pas partie de la même espèce, et l'opération était d'office vouée à l'échec. Humiliation suprême, la poule préfère filer vers un coq-faisant commun, moins vaniteux, mais plus à son goût. Et l'amoureux éconduit se dégonfle aussitôt. L'approche de la nuit tombante fait ressortir les grands cervidés. Accompagnés de leurs faons de l'année, les biches sont attentives au moindre bruit et à la moindre odeur. Elles se savent désirées. L'air est empli de phéromones. Nous sommes à la fin septembre, période de brame du cerf. C'est une époque particulière pour les biches, sollicitées à la fois par leurs petits, par les daguets et poursuivies par les dominants. Les grands mâles rassemblent les femelles. Le champ de maïs offre la discrétion, le gîte et le couvert. Il semble donc naturel de s'y regrouper. Dans le bocage, c'est maintenant le dernier acte qui se joue. L'automne a définitivement enterré l'été. Fatigué, le soleil peine à réchauffer la terre blanchie. Les restes de repas des cerfs parsèment le sol, humide et collant. Si le bocage est en partie déserté par ses habitants, le sanglier, lui, trouve son bonheur en tout lieu de son territoire et en toute saison. Une flaque d'eau bien boueuse étanche sa soif, la nourriture est variée et à profusion. Pour lui, cet univers ressemble vraiment à un paradis. Le groin toujours collé au sol, le vieux mâle peu regardant, profite des restes négligés par les cerfs. Il ramasse, prélève, puis passe à autre chose. Pourtant, tout ce qu'il laisse derrière lui est une aubaine pour d'autres maillons de la chaîne alimentaire. Bien que particulièrement dégourdi, le faisandot n'aurait jamais pu atteindre les grains de maïs si les sangliers et les cerfs ne les avaient pas répandus au sol. Généreux, il n'hésite pas à partager ce festin avec une de ses sœurs adoptives. Aujourd'hui coq adulte au plumage flamboyant, le dernier de la couvée du vieux coq commence à faire son trou en tant que mâle dans le bocage. Il est indépendant et responsable de sa survie. Pour l'instant, il s'en sort très bien. De nouvelles couleurs habillent maintenant les arbres et les champs. Dans la forêt, troué par le froid soleil d'automne, un habitant a l'estomac vide. Et ce n'est jamais une bonne nouvelle pour les autres. Le froid arrive, et il est important de faire maintenant le plein de protéines.
la jeune femelle putois capte dans l'air des informations olfactives qui indiquent la présence d'un mets de choix, un lapin de Garenne, sa proie favorite. Excellente à la chasse, la jeune femelle suit une à une les traces que laisse, malgré lui, le pauvre lapin. Quittant la protection de la forêt, la proie fait le mauvais choix en rejoignant le champ de maïs. Le prédateur approche. Le lapin le sent partout autour de lui, sans savoir par où il va surgir. Avec toute l'énergie que lui confère la panique, le lapin parvient à se débarrasser violemment du putois. Mais la chasse devient bientôt un problème secondaire. Plus question de s'attarder ici. L'homme vient prendre son dû. Il récolte ce qu'il a semé. Encore une fois, un champ est rasé et le monde du bocage s'écroule à nouveau. À son tour, le petit faisan prend son envol. Il n'y a plus rien de bon ici pour lui. Le champ n'offrira plus de protection cette année. Ainsi va le bocage français, où les histoires se répètent, toujours semblables et toujours différentes. Comme toujours, la corneille est la première et la dernière à hanter ces lieux. Dans quelques mois, quand l'hiver immobile aura laissé sa place au printemps, la vie reprendra ses droits et le bocage se repeuplera. La corneille le sait bien. Comme tous les ans.